pouvez bien sûr aussi nous regarder sur notre chaîne YouTube. Elle est avec nous en studio. Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous souhaitiez revenir cette semaine, Caroline, sur la hausse des droits de douane décidée par le locataire de la Maison Blanche. Il y a des matins où l'actualité ne se commande plus, Ilana. Elle s'impose comme une gifle. Souvenez-vous, ce matin-là, il y a seulement quelques semaines, Donald Trump proposait au monde une innovation en matière de migration. La carte verte à 5 millions de dollars. Non, il ne s'agissait pas d'un énième jeu de télé-réalité pour milliardaires en quête de sensations patriotiques, mais bel et bien d'un programme politique. On ne mérite plus la citoyenneté, on l'acquiert par virement. Et si possible, sans discuter les frais de dossier. Ce n'est pas un gag. C'est une grille de lecture. Ce que Trump vend à travers cette annonce, ce n'est pas seulement une carte verte devenue dorée, c'est un monde où la frontière devient une ligne de caisse, où la démocratie est une société anonyme et où l'état de droit se résume à un code promo. Tout cela, bien sûr, au nom d'une grandeur tarifée, exclusive et accessoirement compatible avec la désintégration des principes fondateurs du multilatéralisme. Le programme économique était à la hauteur du geste. 10% de taxes sur toutes les importations, 25% sur les voitures européennes, 60% sur les produits chinois. Ce n'est plus une politique commerciale, c'est un siège économique planifié. Un blocus global. Le monde est sommé de s'exécuter, sommé de remercier, sommé de payer, sans broncher évidemment. Trump ne discute pas, il facture, il n'argumente pas, il impose. C'est sa manière de rétablir, selon ses mots, la justice pour l'Amérique. Trump est de ces hommes politiques qui ne promettent pas pour séduire, mais pour prévenir. Il avait promis de faire payer le monde, il taxe. Il avait promis de tourner le dos aux alliances, il les méprise. Il avait promis de liquider la mondialisation, il la démantèle pièce par pièce dans un fracas de tweets, de menaces et de mesures tarifaires punitives. Peu importe les conséquences pour ceux qui subissent ces hausses et les balles perdues du cow-boy va-t-en-guerre. Si les premières victimes de ces hausses tarifaires sont bien les industriels européens, chinois et coréens, les Américains risquent également d'en subir les conséquences indirectes car les prix, notamment des voitures américaines fabriquées pour beaucoup à l'étranger, risque de flamber. Et pendant ce temps, sur le sol ukrainien, situation que vous suivez avec attention, Caroline, les choses avancent dans le mauvais sens, non ? Et effectivement, Ilana, Poutine grignote, encercle, bombarde. Bakhmout est tombé, Avdiïka aussi. Et que fait Trump ? Il annonce qu'il réglera le conflit en 24 heures, sans armée, sans conditions, sans gêne. La méthode est connue, on cède, on échange un territoire contre une poignée de main, une souveraineté contre une trêve. La paix, version Trump, c'est la reddition sans combat, tant qu'elle permet de conclure un accord, de préférence dans un club privé, devant les caméras, avec des petits drapeaux en plastique sur la table. Il faut le dire, Trump admire les prédateurs et n'a jamais caché son estime pour Vladimir Poutine, non malgré ses crimes, mais précisément à cause d'eux. Il admire sa brutalité, sa stratégie de tension, sa capacité à imposer par la peur ce que le droit refuse. Et en cela, les deux hommes partagent une philosophie, la force comme unique langage, le mépris comme argument et le rapport de domination comme boussole morale. Alors, que dire de l'Europe dans cette configuration ? Quelles conséquences finalement pour nous, Caroline ? Eh bien, l'Europe n'est pas démunie, Lana, mais elle se comporte comme si elle l'était pour le moment. Elle constitue le marché le plus riche au monde, mais elle prend son temps. La première salve de rétorsion annoncée comme douloureuse, qui devait être effective le 1er avril, est repoussée pour une partie à la mi-mai. Pourtant, avec un PIB 10 fois supérieur à celui de la Russie, avec 500 millions de citoyens, avec une puissance économique, culturelle et technologique sans égale, elle pourrait être une forteresse de souveraineté. Mais elle préfère pour le moment jouer à la diplomatie d'orchestre où chacun joue sa partition sans se soucier du tempo commun. Et pendant ce temps, Trump avance, à coups de slogans, à coups de dollars et avec un sourire d'assurance sur les ruines de la complexité.
Il est encore temps de réagir, créer un Buy European Act, relocaliser, réarmer, répliquer dans un sursaut collectif et la création d'une zone euro-défense, comme l'a suggéré hier Gabriel Attal, pour mener à bien des projets industriels communs, notamment dans le secteur des drones, pour décupler la puissance de nos services de renseignement en développant de nouveaux partenariats de sécurité pour l'ensemble du continent, avec les Anglais, avec les Canadiens. Et surtout, comprendre que la souveraineté n'est pas une posture morale, c'est une réalité stratégique. Face à un monde où l'on achète l'influence à coups de millions et où la parole publique est remplacée par des factures en devises fortes, il faut opposer plus qu'un froncement de sourcils. Il faut une stratégie, il faut une colonne vertébrale. Raphaël Enthoven écrit très justement « L'intelligence est ce qui reste quand les slogans s'effondrent ». Il est temps d'en faire la preuve, car dans le monde, selon Trump, il ne reste plus beaucoup d'espace pour la nuance ni pour l'intelligence. Juste des chiffres, des taxes et des cartes vertes à prix d'or. L'amitié entre nations ne se fonde que sur l'intérêt, disait De Gaulle. À une nuance près aujourd'hui, l'intérêt se paie. Et ne pas savoir le défendre, c'est déjà l'avoir vendu. Et on suivra évidemment avec vous, Caroline, les derniers développements. On sait qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou rencontrera justement Donald Trump. Ils en parleront. Ils espèrent que les taxes justement baisseront de 17 à 10%. Alors Caroline, vous vous trouvez par ailleurs au cœur de l'actualité en ce moment. Après une émission After Foot sur RMC, on voulait aussi vous faire réagir à ça. L'émission dont fait notamment partie Daniel Riolo est la cible d'un appel au boycott depuis maintenant plusieurs heures sur les réseaux sociaux. Depuis donc votre intervention, Caroline, vous avez dénoncé les dérives islamistes au sein de certains clubs de football. Ça vous a valu des critiques, des insultes. On a dit que vous étiez islamophobe notamment. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, alors beaucoup d'insultes, de menaces, mais aussi beaucoup, Ilana, de messages d'encouragement. C'est vrai. Il y a eu énormément de personnes, y compris des téléspectateurs d'After Foot qui m'ont exprimé leur remerciement. Et en fait, ce que je constate, c'est que on n'a jamais répondu lorsqu'il y a la moindre critique. On n'a jamais répondu sur le contenu. C'est-à-dire que, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage, et quand on veut supprimer la liberté d'expression, on l'accuse d'islamophobie. Ce terme-là qui vient en réalité à refuser la critique du dogme islamiste, parce qu'il ne faut pas... en fait, il y a une confusion. C'est l'accusation facile. Oui, absolument. Et c'est quoi cette accusation ? C'est la confusion entre la critique d'un dogme qui est un dogme xénophobe, un dogme homophobe, un dogme antisémite, un dogme assassin qui est le dogme islamiste. Cette confusion entre ce dogme-là et la persécution des croyants qui est éminemment condamnable. Et c'est cette persécution-là qui nous empêche de dire, qui nous empêche de dénoncer, parce que le rapport que j'ai rédigé à l'Assemblée nationale, il est fondé sur des faits. Vous savez, je suis avocat, donc je n'écris pas n'importe quoi. Et lorsque je dis quelque chose, lorsque j'affirme quelque chose, eh bien, c'est fondé sur des faits, c'est fondé sur des auditions. Nous avons auditionné plus de 30 personnes. Nous avons auditionné énormément de fédérations qui sont toutes unanimes. Il faut légiférer, il faut harmoniser le droit et il faut interdire effectivement les signes ostentatoires, parce que il existe un entrisme islamiste dans le sport qui est prouvé notamment par les dires d'Hassan El-Banna, qui est le créateur le fondateur des Frères musulmans, qui écrit noir sur blanc: le sport, comme l'éducation, est un moyen pour nous. Rapidement, il y a eu une réaction, je crois, de RMC, d'After Foot. Et oui, malheureusement, c'est très triste, parce qu'After Foot, au lieu d'assumer en fait ce qui est en train de se passer, ou de vous soutenir, ou de me soutenir, ou de soutenir d'ailleurs Daniel Riolo qui était avec moi sur le plateau, et d'ailleurs également un des fondateurs d'une association qui prône le vivre ensemble, mais qui dénonce aussi cet islamisme-là. Eh bien, au lieu de nous soutenir, eh bien, ils ont publié un message, ils ont diffusé un message
message de pardon et ils se sont excusés auprès de leurs auditeurs parce qu'ils les ont sans doute froissés. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour votre courage, Caroline Yadan. Continuez à vous exprimer librement. Merci à vous d'être parmi nous chaque lundi, une semaine sur 2. On peut vous retrouver aussi en podcast et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci, Caroline, Lana. je Merci. vous dis Chag Sameach. Chag Sameach. On Chag se Sameach à tous les retrouve auditeurs. dans 2 semaines. À très bientôt. Merci.